est la question qui se pose, mesdames et messieurs. Est-ce que cet accord marque le début d'une stabilisation économique ou simplement une pause dans une confrontation qui va bientôt reprendre? Pour répondre à cette question, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamid, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, quel pourrait être l'impact immédiat de l'accord sur les prix mondiaux du pétrole et du gaz? Avant de toucher sur votre question, il faut dire que l'accord qui a été annoncé depuis quelques jours est sans doute l'évolution géopolitique la plus importante au Moyen-Orient depuis plusieurs années. Oui. Toutefois, il est probablement prématuré de parler d'une stabilisation durable, mais cet accord ressemble davantage à une escalade stratégique plus ou moins. Pour répondre à votre question, l'impact immédiat sur les prix mondiaux du pétrole et du gaz, pour commencer, premièrement, à court terme, l'effet le plus visible est une baisse de la prime de risque géopolitique intégrée dans les prix de l'énergie. Mais pendant les mois de tension, les marchés craignaient une fermeture, bien sûr, du détroit d'Ormuz et aussi les attaques contre les infrastructures pétrolières du Golfe et les perturbations du transport maritime. Alors, l'accord, bien sûr, réduit fortement ces risques. Les marchés ont déjà réagi positivement à l'annonce de la réouverture du détroit et à la reprise potentielle des exportations iraniennes. Alors, quelles sont les conséquences probables? De mon point de vue, les conséquences sont premièrement la baisse modérée du Brent à un court terme. Et une autre conséquence, bien sûr, c'est les détentes des prix du gaz naturel, surtout en Asie, et la diminution des coûts d'assurance maritime dans le Golfe. Cependant, si les négociations échouent dans les prochains mois, cette détente pourrait être rapidement effacée. Et après des années de sanctions, quels sont les principaux défis qui pourraient freiner la relance économique iranienne? Les défis, si vous voulez, les défis, ici on peut peut-être parler des principaux défis de la relance économique, même avec une levée progressive des sanctions. l'Iran fait face à des obstacles majeurs. Numéro un de ces obstacles, c'est les infrastructures vieillissantes, bien sûr, parce que le secteur énergétique nécessite modernisation et des nouvelles technologies et des investissements massifs. Et des années de sanctions ont entraîné, bien sûr, ces investissements. Et un autre défi, bien sûr, c'est la faiblesse du système financier, parce que les banques iraniennes restent largement isolées des circuits financiers internationaux. Numéro 3 aussi, comme défi, c'est l'inflation et la dépréciation monétaire. Alors, le réal iranien a perdu une grande partie de sa valeur au cours des dernières années, ce qui réduit bien sûr la confiance des investisseurs. Quatrième défi, peut-être on peut parler ici à propos des risques politiques, bien sûr, parce que les investisseurs étrangers se demanderont, est-ce que les sanctions reviendront-elles dans un an ou peut-être 2 ans? Alors ça, c'est une question qui représente un défi aussi. Cette incertitude pourrait freiner les investissements malgré l'accord. Et finalement, peut-être aussi, un autre défi, c'est les fuites des capitaux et des compétences. Alors, parce que l'immigration de nombreux entrepreneurs, ingénieurs et professionnels qualifiés constitue un défi structurel pour la reprise.
Oui. Et d'après vous, quelles seraient les conséquences de l'accord sur l'économie égyptienne? Est-ce que la stabilité attendue par tout le monde des prix de l'énergie pourrait alléger les pressions sur les finances publiques égyptiennes? De mon avis, dans tous les cas, l'économie égyptienne doit bien sûr profiter de ce qui se passe à propos de cet accord, bien sûr, parce que, comme vous le savez, par exemple, ça c'est seulement un exemple des points, si vous voulez, positifs pour l'Égypte. Comme vous le savez, l'Arabie saoudite maintenant a déjà établi des sources ou bien sûr transformé les points du pétrole du Golfe à l'est de l'Arabie saoudite vers l'ouest de l'Arabie saoudite, vers la mer Rouge plus ou moins. Alors ça va donner des potentiels pour les exportations, pour l'infrastructure et pour les logistiques de l'Égypte, spécialement à propos du canal de Suez. Ça va représenter une grande opportunité, si vous voulez, pour l'économie égyptienne et aussi pour la zone du canal de Suez en général. Et vous pouvez aussi ajouter que l'Égypte peut jouer un rôle comme liaison entre le pétrole qui vient du Golfe et de l'Arabie saoudite vers l'Europe et l'Ouest, les pays du Ouest en général. Certains analystes estiment que l'accord ne représente pas vraiment un tournant économique majeur pour la région et que son impact est surestimé. Comment vous évaluez cette estimation des analystes? Alors, si vous voulez, alors il y a, pour répondre à votre question, il y a des gagnants, je veux dire des pays gagnants, et il y a des pays perdants, bien sûr. Bien sûr, Par exemple, l'Iran, on peut parler à propos pour l'Iran, l'augmentation des recettes pétrolières, les accès à davantage de devises, l'amélioration du budget public et aussi la possibilité de récupérer une partie des avoirs gelés à l'étranger. À propos d'une grande économie, le plus grand du monde, plus ou moins la Chine, on parle ici des premiers acheteurs potentiels du pétrole iranien à prix compétitif. Et l'Inde aussi, l'Inde bénéficie d'une énergie moins chère et d'une diversification des approvisionnements. Les pays importateurs, en général, les pays importateurs d'énergie, notamment comme le Japon, le Sud-Corée et plusieurs États européens. Mais pour noter les perdants relatifs producteurs à coûts élevés, les perdants, je veux dire ici les exportateurs qui profitent habituellement de prix élevés du pétrole, qui pourraient voir leurs revenus diminuer, et aussi certains membres de l'OPEC. Ici, on parle à propos d'une augmentation de l'offre iranienne qui peut compliquer la gestion des quotas de production. Et les producteurs américains de schiste, les sociétés les plus dépendantes d'un pétrole cher, verraient leur marge, bien sûr, diminuer. Et les pays du Golfe, d'après vous, ils vont être des gagnants ou des perdants après cet accord? Après l'accord en général, un pays comme l'Arabie saoudite, je viens d'expliquer que l'Arabie saoudite est bien sûr un pays gagnant et peut-être aussi Qatar, Koweït. La question c'est les Émirats unis, ça c'est une question bien sûr. Je ne suis pas sûr si les avantages vont toucher les Émirats unis comme le Qatar par exemple. Et aussi il y a un autre pays qui est peut-être qui vient numéro 5 à propos des pays du Golfe, je veux dire ici Oman. Notamment Oman. Oman a beaucoup de potentiel pour des développements économiques en cas
des progressions de l'accord. On doit rester optimiste, bien sûr, mais si jamais l'accord échoue, quels seraient les risques les plus importants sur l'économie mondiale? Ça c'est une question que peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans les politiques plus ou moins que l'économie. Parce que si la situation ne va pas être... on va pas toucher à une solution, si vous voulez. Alors, c'est bien sûr que maintenant, il y a un nouveau ordre économique mondial. Et c'est très difficile maintenant de dessiner la description de comment cet ordre, on va le voir en général. Mais la question n'est pas très agréable, si vous voulez. Et je ne veux pas donner une réflexion pessimiste un peu, mais j'espère que toutes les directions sont vers un contrat mondial, social, politique, économique dans la direction positive. Alors, restons optimistes. Merci beaucoup, Dr Amr Hamed, qui est expert en économie, pour vos explications. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va parler du deuxième sujet. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu jeudi une réunion à la demande des 10 membres élus du Conseil et avec le soutien de la Chine, de la France, de la Russie et du Royaume-Uni, membres permanents. La réunion a été principalement consacrée à l'examen de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Et voici plus de détails dans ce compte rendu.